Alors c'est toujours difficile de passer après Thierry, mais on va s'y employer. Donc effectivement, comme l'a signalé Thierry, le Sud-Ouest est une région extrêmement riche en encépagement autochtone et en même temps a été une région très riche en ampélographes, ce qui fait qu'aujourd'hui on a beau jeu aussi de capitaliser sur tout ce qui a été fait, et en particulier grâce à la préservation des ressources, des conservatoires qui nous ont été légués. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est la notion d'autochtone. On prononce ce nom assez souvent en parlant des cépages régionaux. Le terme d'autochtone, si on se réfère au dictionnaire, il ramène à un lieu de naissance. C'est un individu qui est originaire du pays qu'il habite. Concernant une variété de vigne, ça voudrait dire qu'on connaît l'endroit où le semis, le premier semis qui a donné naissance à l'ensemble des effectifs d'un cépage, a été réalisé. Or, c'est généralement quasiment jamais le cas. Donc on est obligé de s'en tenir pour définir l'appartenance d'une variété à un encépagement traditionnel local à une région, à un ensemble, on va dire, de présomptions, un ensemble de données qui font intervenir de la bibliographie, qui font intervenir, on va dire, la mémoire vivante des anciennes parcelles. En gros, on s'attache avec un ensemble de données à définir l'antériorité de la présence d'un cépage à un endroit, sa présence ininterrompue pendant une longue période, etc. Il nous faut plusieurs éléments pour définir, on va dire, avec certitude, je dirais pas certitude parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais avec peu de chances, on va dire, de trop se tromper, l'appartenance d'un cépage à un patrimoine ampélographique régional. Ça n'exclut pas effectivement de nombreux écueils qui naissent parfois des révélations liées aux travaux comme ceux de Thierry, où des cépages qu'on croyait profondément ancrés dans une région s'avèrent avoir des parents qui sont originaires de régions très éloignées. Juste un petit point sur la région sud-ouest dont on parle. On s'attache, on va dire, au bassin de production sud-ouest. Donc, s'il comprend, vous voyez, il a la forme d'un ballon de rugby, c'est pas un hasard à mon avis, un ballon de rugby d'environ 500 km de long, et comprend un ensemble d'appellations et de vignobles qui sont parfois, on peut dire, très disparates, en tout cas, pour certains, assez isolés. Juste pour replacer les choses de façon très large, une petite diapositive sur, quand on parle de ressources génétiques totales, de quoi parle-t-on, surtout quand on parle de Vitis vinifera. On recense aujourd'hui environ 6000 cépages à l'échelle mondiale. 550 sont considérés comme originaires de France. Aujourd'hui, on recense 160 conservatoires. Les travaux de conservation génétique, on l'a dit, sont extrêmement, on va dire, sont au cœur de ce problème. Et deux grandes collections en France, qui sont les collections de l'INRA de Vassal et de l'IFEV. Voilà. Aujourd'hui, au catalogue français, réglementairement parlant, en termes de variétés à raisin, de cuve, on est à 257 variétés autorisées. Autant dire que quand on part des 6000 ou même des 550 recensés en France, il y a un réservoir. Voilà. Ces variétés, on a à peu près 1200 clones agréés de ces variétés. Quand on parle d'ampélographie, on est tout de suite au confluent de plusieurs disciplines, la génétique et l'histoire. Quand on prononce le mot d'histoire, effectivement, on doit se pencher sur l'examen, on va dire, des ressources bibliographiques qui nous permettent un petit peu d'étayer un discours. La bibliographie, en dehors des livres et revues viticoles, qui sont très très abondants dans notre pays et très anciens, elle comprend aussi tout un ensemble de données qu'il est très intéressant d'aller compiler. Un travail de fond qui comprend les archives de la collection de Vassal, des autres centres INRA, des archives départementales ou régionales, des publications scientifiques comme celle dont Thierry vient de nous faire état, et parfois aussi, c'est très riche mais très rare, des herbiers anciens qui nous permettent un peu de nous pencher sur directement la réalité génétique des noms qui sont parfois cités dans la bibliographie. On peut parler aussi d'archives vivantes quand on parle des conservatoires anciens qui nous ont été légués, au rang desquels le conservatoire de Vassal, un conservatoire national et mondial, on va dire, des vitis. Oui, j'insiste beaucoup. Les conservatoires régionaux anciens, et on a la chance dans le sud-ouest d'en avoir quelques-uns. Les anciennes parcelles qu'on s'acharne à aller prospecter
puisqu'on trouve encore de temps en temps quelques belles surprises au sein de ces parcelles, les dernières qui nous restent, on est sur les dernières cartouches on va dire, mais aussi parfois quelques souches isolées, des treilles, des repousses, que grâce à la génétique aujourd'hui, même dans un état on va dire d'abandon de culture avancé, on arrive à identifier et qui parfois se révèlent être des trésors. Voilà. Et à toutes ces données, on associe, chaque fois qu'on le peut, chaque fois qu'il y en a qui peut nous être transmis, la mémoire vigneronne de ces cépages, c'est-à-dire des noms, simplement, hein, ça c'est mon Poupou Saoumou, des pratiques culturelles associées à un cépage, et tout ce qu'on peut, un comportement agronomique particulier, etc., tout ce qu'on peut, on va dire, enfiler comme renseignement. On va passer maintenant à l'examen un petit peu de la situation régionale. Qu'est-ce qui a été fait en région aujourd'hui par rapport à cet encépagement dont on a dit qu'il était extrêmement riche, mais on va le préciser. La première chose qui a été réalisée patiemment, c'est un gros fonds documentaire qui comprend des milliers de publications, des livres numérisés, des livres papier, des revues, etc. Enfin, je ne vous refais pas l'inventaire. Donc un fonds bibliographique assez considérable sur l'histoire et l'encépagement, l'ampélographie du bassin. À partir de tout ça et des données de la collection de Vassal, un recensement régional a pu être effectué. Je vais y revenir après. Beaucoup de conservatoires, les travaux de conservation très anciennement ont été menés dans le sud-ouest, initiés au départ par l'INRA de Bordeaux. Il faut rendre hommage au travail de l'INRA sur ces travaux de conservation, qui ont été largement précurseurs. Donc aujourd'hui, plusieurs types de conservatoires, deux grands types, des collections variétales, dont une collection centrale qui est à l'IFEV qui regroupe toutes les ressources génétiques du bassin qui ont pu être retrouvées, tous les cépages qui ont pu être retrouvés en état sanitaire satisfaisant, et d'autres collections variétales plus limitées mais qui ont un intérêt très très important à différentes zones du bassin. Et 46 conservatoires intravariétaux, conservatoire technique, c'est-à-dire un conservatoire intravariétal est un conservatoire qui conserve, dans lequel on réunit un grand nombre d'origines du cépage, un grand nombre d'accessions, d'individus, et dans lequel on essaye de conserver la plus grande variabilité au sein de ce cépage, puisqu'il existe une variabilité plus ou moins marquée selon les variétés et leur ancienneté, souvent, au sein des cépages eux-mêmes. Donc aujourd'hui, 46 conservatoires qui regroupent environ 2800 accessions et qui représentent 35 cépages, la plupart les cépages majeurs, on va dire, de nos appellations, qui sont le fait de très nombreux partenaires, au premier rang desquels les chambres d'agriculture, l'IFEV et quelques autres structures, comme l'Union Plémont ou le GVA de Moissac pour le chasselas. Et on peut signaler une initiative aussi originale qui est l'œuvre des producteurs de Plémont, qui a été de maintenir de très anciennes parcelles qui contenaient des ressources génétiques très, on va dire, rares, voire uniques, de les maintenir financièrement, ce qui a abouti l'an dernier, en apothéose, on va dire, au classement au titre des monuments historiques de la plus exceptionnelle, on va dire, d'entre elles. Voilà. Donc le recensement, les chiffres bruts du recensement, je ne veux pas vous donner la liste, Thierry vous a montré sur les 4 diapos un certain nombre de noms, on pourra y revenir un peu plus tard après aux questions peut-être. On peut recenser aujourd'hui 130 cépages, dont on peut dire avec une forte probabilité qu'ils sont autochtones, qui sont originaires, traditionnels du bassin. Pour ne pas être taxé d'exagération, de temps en temps, certains cépages, comme la Madeleine noire, qui sont effectivement présents dans la généalogie des cépages, mais dont on n'a aucune documentation et qu'on n'a jamais retrouvé sur le bassin, je les ai écartés et mis de côté, tant peut-être pour ne pas être taxé un petit peu d'exagération ou de chauvinisme. Certaines variétés qu'on pensait aussi autochtones au bassin ont été écartées puisque la génétique a pu montrer qu'elles étaient exogènes, comme le précoce bousquet qui s'est avéré être un cépage plutôt originaire d'Europe de l'Est, et une origine incertaine, le Miosat, qui est documenté depuis le XIVe siècle en Suisse sous le nom d'Humagne blanche. Donc, et évidemment, tous les croisements récents ont été exclus de ce recensement, tel que le Baco. Comment se ventilent un petit peu ces 130 cépages? Donc en termes de couleur, on voit que ce sont les noirs qui dominent, à 55%, 72 cépages noirs, 40% de cépages blancs et 6 cépages roses ou gris, voilà, qui représentent un petit pourcentage. Au niveau de leur statut administratif, sur ces 130 cépages, 47 sont inscrits au catalogue, c'est-à-dire réglementairement utilisables demain par n'importe quel viticulteur. Sur ces 47 inscrits, 35
figurent sur des décrets, parmi une des 17 AOP du bassin. Et sur ces 47 cépages inscrits, 29 sont effectivement usités, c'est-à-dire plantés à 1 hectare ou plus. J'ai pas les... bon. On va dire très simplement, par différence, on voit qu'il y a un véritable réservoir qui peut être utilisable, soit directement par nos vignobles, mais enfin un réservoir d'études, et un réservoir utilisable éventuellement par des vignerons. Pour donner une proportion, en recensant un petit peu, avec les mêmes règles d'exclusion, les cépages originaires de France dans la collection de Vassal, on arrive au chiffre assez intéressant d'environ 30% des cépages français qui sont présents, qui sont originaires de notre bassin, qui représentent aujourd'hui plus que moins de 6% des surfaces viticoles nationales. Donc il y a une forte richesse qui est traduite par ce chiffre. Et cette richesse, il faut essayer de l'expliquer. D'où est-ce qu'elle vient? Le premier élément d'explication, il est naturellement, c'est un élément simplement géographique. Alors géographique et climatique. On a un certain nombre de vignobles disséminés, des zones très différenciées, des zones de montagne, des zones de piémont, de vallées, des zones de plaine, etc. Avec des influences, 3 grandes influences qui se succèdent parfois de façon un peu disparate sur les territoires, les influences atlantiques, les influences méditerranéennes et l'influence continentale. Ce qui n'a pu que générer un certain nombre de sélections, l'isolement géographique plus les différentes influences, en fonction de la position des vignobles. Donc cette forte disparité a forcément, on va dire quelque part, agi sur la variabilité, la variété des cépages qu'on connaît aujourd'hui. Deuxième élément d'explication, les vignes sauvages, les ressources génétiques naturelles du compartiment, le compartiment sauvage de Vitis vinifera, Vitis vinifera sous-espèce sylvestris, dont on retrouve les derniers vestiges, on va dire, dans certaines zones peu remaniées, dans certaines zones des bords de cours d'eau, des forêts, etc., de notre bassin, au premier rang desquels la forêt de la Grésigne dans le Tarn est un lieu très riche, relativement en lambrusque. La question qui se pose, puisqu'aujourd'hui la génétique ne met pas en évidence de relations, on va dire, proches entre les lambrusques et des cépages même anciens et même considérés comme très autochtones, la question qui se pose, c'est quelle a été l'ampleur du flux de gènes, on va dire, de l'apport de la génétique de ces lambrusques-là, à quelle époque ça s'est effectué, probablement il y a très longtemps, sachant qu'aujourd'hui en plus, pour mener les études génétiques, on est sur les derniers individus qui ne sont pas forcément représentatifs de la diversité génétique de l'ensemble des populations qui pouvaient exister. Donc la difficulté, aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question, quelle a été l'ampleur de la participation génétique. Le deuxième, évidemment, le deuxième groupe d'explications sur la diversité de cet encépagement, c'est l'histoire, avec 2 périodes clés, on va dire. La première période, c'est la période antique, avec dès le IIe siècle avant Jésus-Christ l'installation d'une province romaine directement administrée comme une province italienne, qui a pris le nom de Narbonnaise, et qui allait bien au-delà de Toulouse. Donc cette administration par les Romains, cette pacification de cette province a généré l'implantation, on va dire, des plus anciens vignobles organisés français, dont au rang desquels probablement le vignoble de Gaillac et peut-être quelques embryons de vignobles au bord de la Garonne. À partir de cette base, les conquêtes romaines de Jules César à partir de 58 avant Jésus-Christ, il a foncé en particulier vers l'Atlantique en semant tout le long de son trajet, on va dire les légions romaines, une fois les régions pacifiées, les vignobles se sont installés petit à petit d'est en ouest jusqu'à l'Atlantique. Deuxième période clé pour expliquer un petit peu ce foisonnement variétal, c'est le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, qui s'est développé à partir du XIe siècle et qui a drainé de toute l'Europe un nombre considérable pour l'époque de pèlerins. On parle de jusqu'à 500 000 pèlerins par an qui convergeaient de l'Europe de l'Est jusqu'à, en particulier, de la France, de tous les pays européens, vers Saint-Jacques, en passant forcément pour tout ce qui était terrestre par les Pyrénées, avec des gros points de passage en Midi-Pyrénées et le développement assez important d'une viticulture d'abbaye autour
d'étape sur les chemins de Saint-Jacques, avec probablement une circulation intense de variétés du nord au sud et du sud au nord, et probablement c'est l'époque d'introduction de certains cépages espagnols qu'on a retrouvés à l'état de trace dans les vignobles, en particulier je pense au Morastel, mais on peut citer par exemple aussi le Bobal. Donc tout ça a généré un grand nombre de métissages, développement, introduction, sélection, etc. Donc on ne va pas revenir sur les différents schémas, y compris le petit poster qui est très partiel, parce que sur un poster, on va dire, qui est destiné à la communication, on ne peut pas mettre beaucoup de flèches, sinon c'est trop lourd. Donc tout ça a généré énormément de métissage. Ah oui, j'aurais voulu en mettre plus. Et dernière partie, tout ce patrimoine dont on a largement parlé, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors là, on peut distinguer 3 cas de figure, en fonction, on va dire, du statut des cépages. Pour les cépages qui sont, on va dire, les grands cépages emblématiques de nos appellations, vous les connaissez, ils s'appellent Côte, Tanat, Négrette, Duras, Loin de l'œil, etc. On a la possibilité d'utiliser, comme la plupart sont quand même des cépages assez anciens, la variabilité qu'on peut déterminer au sein de ce cépage par des sélections diversifiées, dans le but de mettre à disposition de la viticulture un ensemble de comportements agronomiques le plus large possible lorsqu'il existe au sein du cépage. Donc on règle ça dans les encépagements figés, comme le sont les AOC. On peut avoir une part de variabilité liée à l'ancienneté des cépages par la sélection, avec quelques exemples de sélection récente sur les cépages régionaux. Beaucoup de travaux en cours. De la deuxième catégorie sont les cépages qui sont inscrits au catalogue, donc qui ne posent pas de difficultés réglementaires à la remise en culture, mais sur lesquels qui ont un petit peu soit régressé, soit n'ont plus été plantés depuis très longtemps. Le premier travail, c'est d'acquérir des données, évaluer les cépages, mettre en place des expérimentations, éventuellement parfois avec des objectifs techniques revisités. Des cépages qu'on a abandonnés pour cause de manque de charge en tanin autrefois, par exemple, peuvent être très intéressants aujourd'hui pour le développement de rosés de qualité. Alors, un objectif complètement différent. Donc on a tout un ensemble de cépages et un autre enjeu est aujourd'hui de mettre à disposition du matériel végétal. C'est bien beau de dire le Jurançon noir fait des rosés fantastiques, dire tiens je veux en planter, il n'y a pas de matériel, on ne peut pas le faire. Bon, donc il est important en même temps de développer, on va dire, une filière de multiplication lorsque ces cépages, au vu des évaluations, commencent à avoir un intérêt. Donc, soit agréer des clones sanitaires et organiser la multiplication, soit à partir de matériel contrôlé, agréer des petites surfaces en matériel standard. L'objectif, c'est d'assurer un petit peu de disponibilité de ces cépages-là. Dernière catégorie, ce sont les cépages, on va dire, les plus orphelins, ceux qui ne sont pas inscrits au catalogue officiel, pour lesquels souvent on a très peu de données techniques, qui sont des cépages de collection, on va dire. La première, évidemment, le premier enjeu, c'est de conserver, c'est de mettre à l'abri du matériel végétal sain, c'est-à-dire exempt de viroses graves, puisque quand on en retrouve dans les vieilles parcelles, souvent c'est du matériel qui est très malade. Donc soit mettre en place des conservatoires sains, soit assainir du matériel pour pouvoir déjà ne serait-ce que mener des évaluations, parce que mener des évaluations sur le matériel virosé est relativement peu cohérent. Acquérir des données au moins en collection, comportement général du cépage, phénologie, etc. Et établir soit des parcelles d'essai directement avec un protocole qui permette de présenter un dossier d'inscription du cépage au catalogue pour le remettre, on va dire, dans le circuit possible de la multiplication, et ou on va dire structurer, accompagner des initiatives de vignerons individuels en s'occupant des problèmes administratifs parfois un peu lourds pour les dérogations de plantation et en suivant les essais chez le vigneron. L'objectif, effectivement, c'est de remettre de temps en temps des cépages autochtones, originaux, à disposition de la viticulture. Quelques exemples en cours de ces cépages, et je finirai par là. Le fel blanc de l'Aveyron, le bouisselé de la Haute-Garonne, le verdanel tarnais, il y en a quelques autres, on pourrait citer le noual de Cahors, etc. J'en ai fini. Vous voyez, en fond d'écran, vous avez la liste de mes 130 cépages, mais c'est un petit peu long dans le temps qui était imparti d'en donner la lecture.